Laurent Chambaud m'a piqué ma citation d'Edgar Morin, qui est magnifique, là. Donc, ça fera déjà ça de moins à dire. Bon, moi, donc, je suis un homme de terrain. Je pense l'incertitude, là, depuis que Emmanuel Hirsch m'a envoyé ce programme. J'ai vu d'ailleurs que finalement, c'était assez transversal de plusieurs séminaires que vous avez fait préalablement, notamment sur la construction de la science. En introduction, je dirais que pour le clinicien que je suis, l'incertitude, en tout cas penser l'incertitude, c'est multifacette, c'est prédire l'incertitude, c'est penser l'incertitude à un moment T. Je faisais référence tout à l'heure aux situations difficiles de l'Ukraine, mais finalement, on est exactement dans un même schéma. Moi, j'ose la comparaison, c'est-à-dire qu'on est dans une gestion de l'information continue, de l'information qui ne peut pas se vérifier. Parfois, je rejoins un peu ce qu'a dit Laurent Chambaud de la crise du journalisme. Ah oui, j'ai pas de conflit d'intérêt dans cette intervention. J'ai des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique du VIH et de l'hépatite, mais pas de ceux du Covid, notamment ceux des vaccins. Et je participe à un groupe, un think tank pour Terra Nova, voilà pour les liens d'intérêt euh, essentiels. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai été journaliste dans une autre vie et donc j'ai suivi ça évidemment avec une acuité plus particulière, mais il y a effectivement le problème de la transcription d'une incertitude scientifique que chacun a souligné comme étant naturelle. Alors je ne sais pas si elle est saine, mais en tout cas elle est naturelle, elle est historique. Je vais m'y arrêter 2 secondes. Et puis il y a aussi souffrir l'incertitude dans une pandémie qui a été extrêmement épuisante. Et moi je veux juste témoigner, alors, juste deux petits récits très rapides du début de l'histoire. Vraiment, si ce mot incertitude était la norme des mois qu'on a passé à gérer, notamment la première vague, avec une incertitude qui était celle du quotidien, alors, il y avait des questions théoriques, hein, est-ce que les cas symptomatiques transmettent, quel est le R0 et puis il y avait des questions vraiment de l'incertitude du lendemain, quoi, très clair. Je voulais juste revenir sur cet aspect humain sans faire euh, jouer sur l'émotion, parce que notre premier cas, tenons, c'était une fausse alerte en 17 février avec un Chinois qui revenait de la province de Hubei et qui est arrivé chez nous alors qu'il ne devait pas arriver, parce que le plan, ce qu'on appelle le plan Coreb, ne nous mettait qu'en niveau 3, mais le virus en avait décidé autrement. Et ce Chinois était chez nous parce que le SAMU ne l'avait pas compté dans son algorithme, parce qu'il n'avait tout simplement pas de fièvre. Bon, sauf qu'il avait 83 ans, il était diabétique. Voilà, en fait, c'était un galop d'essai. Et c'est là que j'ai appris la première fois le mot grippounette en appelant le centre de référence, puisque là aussi, le plan Corève avait accouché de centre de référence, qui était une aberration totale sur le terrain, et que le centre de référence, finalement, nous l'a pris. Il n'avait pas le Covid. Et puis le 27 février, là, le dogme a changé. Il a fallu dépister toutes les personnes qui étaient en réanimation avec des syndromes de détresse respiratoire. Et là, on a eu un cas qui était positif, qui avait croisé à peu près 85 personnes contacts pour arriver dans son lit de réanimation, contaminé 7 de ses membres de la famille, 7 soignants sur son trajet. Et on a découvert ce que c'était que la gestion de l'incertitude au niveau d'une épidémie qu'on n'avait pas prédit, puisqu'il n'était pas question qu'on soit centre, et l'hôpital a été relativement envahi. Donc voilà pour le souvenir. Alors le premier élément qui je vais chasser sur les terres de certains qui sont connectés et qui ne connaissent ça beaucoup mieux que moi. Je trouve que cette incertitude scientifique, elle est au cœur même de la pensée scientifique. Je ne vais pas paraphraser Bachelard, mais on sait depuis tout le temps que la science avance comme ça, avec une gestion de l'incertitude, une correction, enfin une rectification des erreurs, comme disait justement Bachelard, et que rien n'a justifié finalement dans cette crise qu'on se prive de cette réflexion épistémologique, avec, je dis, des experts qui sont connectés. Et puis surtout, il n'y a pas d'épistémologie, c'est comme l'éthique, il n'y a pas d'épistémologie de crise. Il n'y a rien qui justifie qu'on s'affranchisse des règles de base, et pourtant c'est un peu ce qui a été le cas. Et je rejoins l'analyse sur les personnes manquantes, les experts manquants au tableau des structures notamment, ou même de l'expertise médiatique. On a vu très peu les sciences sociales,
Et par exemple, toutes les structures qui ont été créées, que ce soit le Conseil scientifique, CARE, le Comité d'orientation stratégique vaccinale, pour ne parler que d'eux, hein, ne disposent pas à la fois de gens qui sont spécialisés dans la communication et à la fois de gens qui sont éclairants sur la philosophie des sciences. Et je pense qu'on aurait beaucoup gagné pour imaginer d'ailleurs même que l'histoire des dossiers chloroquine n'aurait jamais eu lieu s'il y avait un peu de prise de distance par rapport à comment fonctionne la pensée scientifique. Bon, ça, c'est un élément qui me paraît important et qui rejoint aussi l'absence d'expertise. Je lisais dans le chat que quelqu'un disait que les associations de personnes à risque avaient été consultées. Je ne pense pas qu'elles l'aient vécu comme ça, pour être en lien avec beaucoup, notamment celles qui ont manifesté leur colère et leur peur pour la mise à disposition des anticorps monoclonaux. Je pense aux greffes de rein, je pense aux maladies hématologiques. Globalement, le patient expert, on en a souvent échangé avec Emmanuel Hirsch là-dessus, le patient expert qui a été un élément de la démocratie sanitaire, mais surtout un élément de l'histoire de la lutte contre le sida, majeur, a été totalement absent, et ça a été rappelé tout à l'heure, l'échec total du comité citoyen. Donc on avait à la fois une incertitude scientifique qui était pas gérée par des gens qui avaient le regard justement de la philosophie des sciences, des structures d'expertise ou des experts au-delà un peu du biomédical, même s'il y avait des éthiciens ou d'autres philosophes ou d'autres qui pouvaient être consultés, et cet empilage de structures d'expertise avec une expertise finalement restreinte au biomédical a particulièrement, à mon avis, fragilisé à la fois la crédibilité de la parole scientifique et à la fois le fait qu'on puisse gérer l'incertitude qui est, il ne faut pas parler au passé, qui est actuellement la marque de cette pandémie. Alors, la crise Covid, elle s'est aussi développée avec ces incertitudes, certes, mais aussi avec des attitudes dogmatiques, militantes. Alors, elles peuvent être liées à des conflits d'intérêts politiques, etc. Il y a eu quelque chose de tout à fait étonnant qui est quand même l'utilisation de l'incertitude pour nourrir un complotisme qui a quand même dépassé tout ce qu'on a vu par le passé, même si effectivement les réseaux sociaux y jouent beaucoup. Et puis il y avait un scepticisme logique des citoyens par rapport à quelque chose qui se déroulait en temps réel, comme cette guerre qu'on voit tous les jours actuellement, même si les choses ne sont pas tout à fait comparables. Et l'un des problèmes, et je crois que ça a été souligné par plusieurs, je pense à Étienne Klein notamment, c'est que toutes ces approches, que ce soit les certitudes, l'incertitude, le complotisme, le scepticisme, etc., légitimes, l'inquiétude, passaient par les mêmes canaux. C'est-à-dire que les médias, les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, YouTube, les préprints pour ce qui est de la science, etc. Donc un même canal utilisé par des mouvements de pensée qui sont par essence très différents. Et c'est d'ailleurs assez amusant pour finir sur la philosophie des sciences, c'est de voir que finalement le seul qui a mobilisé à l'envers complètement l'histoire de la philosophie des sciences, c'est Raoult, c'était le seul à citer Karl Popper, Thomas Kuhn, Feyerabend, etc. Donc ça, c'était assez singulier, mais c'était pris à l'envers. Alors, l'incertitude, quand je disais, est-ce qu'elle est gérée actuellement, on navigue toujours. Alors, on est moins en situation de crise, c'est moins visible parce qu'il y a l'invisibilité induite par d'autres sujets politiques de guerre internationale. Mais c'est pareil sur l'origine du virus, sur les populations cibles, sur ceux qui sont résistants à la contamination, sur les conséquences économiques à long terme, sur les effets collatéraux. Vous savez qu'il y a une grande mode actuellement qui est de parler des Covid fortuits. C'est-à-dire que, et même d'ailleurs, c'est devenu un acte militant. C'est-à-dire que comme il y a une incertitude sur de quoi les gens sont morts, bon, en l'occurrence, aujourd'hui est sorti un papier allemand qui montre quand même que 85 ou 89% des autopsies de gens du Covid sont liées à un décès impacté directement par la maladie, mais il reste dans cette zone d'incertitude, on ne sait pas vraiment de quoi les gens sont morts, et l'incertitude se retourne en certitude, c'est-à-dire on dit, mais en fait, on les compte comme morts pour gonfler les chiffres, légitimer les politiques coercitives, etc., etc. Ce que vous savez, c'est tout le climat
qu'on a appelé rassuriste, moi que j'ai parfois appelé un peu négationniste dans certaines émissions. Ça m'a valu quelques amis sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'aussi ça a été très important. Donc, troisième point, c'est effectivement, ça a été dit par les deux intervenants, c'est que cette gestion de l'incertitude d'une épidémie qui se traite comme une situation de guerre c'est le fléau, c'est l'information continue, c'est-à-dire que c'est H24, quand on regarde les données de l'INRA, etc., on a jusqu'à 85% d'occupation des chaînes continues sur la même thématique. On n'a jamais vu ça, ni avec les gilets jaunes, ni avec, a fortiori, d'autres sujets, Ebola, etc. 85% du temps d'antenne consacré au Covid. Donc évidemment, ça veut dire qu'il faut meubler, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des experts qui sont prétendument experts, ou anciens experts, ou pas experts du tout. Et c'est précisément dans les interstices de cette incertitude qu'on devrait pouvoir gérer que s'infiltrent effectivement les mouvements sectaires, la dérive sectaire, comme disaient les philosophes, ou complotistes. Alors un quatrième point, c'est que l'incertitude peut apparaître comme une utilisation masquée, si je puis dire, de la compétence politique. Alors on a cité les masques, qui ne servaient à rien au départ de l'épidémie. Après, on a dit que les tests ne devaient pas être utilisés. Vous savez, c'est le fameux truc, prenez du Doliprane et rentrez chez vous, comme on disait à Marseille, parce tout simplement, il n'y avait pas assez de tests. Les centres de référence dans lesquels les malades sont allés mourir alors qu'ils étaient suivis parfois depuis des années pour une autre pathologie, et qui était basé sur un modèle qui était un modèle écrit par temps de paix, qui était du temps de Ebola, du SRAS, où effectivement il n'y a pas eu cette invasion. Et plus récemment, on a vu, ça a été cité dans le chat et par Antoine notamment, c'est la question de l'instrumentalisation politique de l'incertitude concernant les enfants. Et je voulais y revenir et je tombe bien qu'il y ait eu cette question-là. Là, avec l'équipe de Terra Nova, on a fait beaucoup de tribunes, y compris dans le Monde, y compris d'ailleurs avec Antoine Flao. Cette incertitude a été instrumentalisée, parce qu'elle a été instrumentalisée et elle a été accrue, c'est-à-dire qu'on a, et notamment la Société française de pédiatrie, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, a écrit en novembre dans un avis, je parle de la Société française de pédiatrie, dans un avis que les enfants ne transmettaient pas, qu'on pouvait compter, comme ça a été dit tout à l'heure, sur l'immunité naturelle, que la vaccination n'était pas une urgence, et on ne peut pas, sans faire une relation de cause à effet, ou sans aller rechercher la responsabilité des experts. Je renvoie à un très bon article de Léo Coutelet qui est connecté. Quelle est la responsabilité des scientifiques face à l'incertitude? Et bien là, pour la Société française de pédiatrie, on ne peut pas faire de lien de causalité entre le fait qu'on ait 5% des 5-11 ans, comme l'a dit Antoine, qui soient vaccinés, alors que certains pays, dont l'Espagne, ont dépassé déjà 5% des enfants vaccinés. Je pense qu'il y a quand même un lien. Donc on est toujours à gérer des incertitudes, elles sont juste moins visibles. Le cinquième point qui a été noté, c'est de bien différencier la gestion du risque et penser l'incertitude. C'est vraiment deux dimensions différentes. Et la gestion du risque, justement, on a voulu calquer des modèles, on a inféré des contextes scientifiques complètement différents. Rappelez-vous la grippe au début, la grippounette, mais aussi Ebola, le H5N1, etc. On a voulu rentrer la pandémie Covid-19 dans ces modèles préexistants, alors que là, il fallait écrire une page blanche, comme ça a été dit par un intervenant. Il fallait écrire une page blanche par rapport à cette maladie totalement nouvelle, sur sa transmission, sur sa physiopathologie, sur son impact sociétal, etc. Et que ça n'avait strictement rien à voir avec la gestion du risque de grippe qu'on sait adapter chaque année. Alors, un avant-dernier point, c'est que les travaux sur l'incertitude montrent généralement qu'il est plus facile d'évaluer la perte acceptable d'une décision que le gain attendu. Et on a ce paradoxe que quand une mesure est évaluée, vous avez pu le suivre, pour limiter l'épidémie, je pense par exemple au confinement, mais on pourrait prendre d'autres exemples, c'est réutilisé, si vous voulez, par une certaine partie de la population pour faire douter que la menace était réelle. Et il y a un exemple qui est caricatural, que vous avez peut-être oublié,
Souvent, on ressort, mais rappelez-vous, les épidémiologistes, alors Nancy, des Français, des Anglais, Ferguson, Fontanet, etc., nous avaient dit qu'on aurait 300 000 morts. Mais alors, je pense qu'il y a peu de gens qui savent d'où vient ce chiffre de 300 000 morts. En fait, c'est juste une petite règle de 3, c'est-à-dire qu'on avait considéré que pendant la première vague, de mémoire, je cite les chiffres parce que je ne les ai pas retrouvés, mais on avait globalement les 8% de la population qui avait été positive, 25 000 morts. Donc, si vous multipliez par 12 pour avoir 100% de la population, vous arrivez à 300 000. C'était juste un calcul comme ça. Et qu'évidemment, il a été démontré et publié que le confinement a écrasé le R0, diminué la transmissibilité, réduit le remplissage de l'hôpital, etc., comme la vaccination, finalement, l'a fait en partie. Le dernier point, l'avant-dernier point, pardon, c'est la question de comment le décideur gère l'incertitude. Alors là, évidemment, c'est là où peut-être je suis le moins compétent. J'ai trouvé un article très intéressant de La Jaune et la Rouge. Alors vous me demandez pourquoi j'ai lu La Jaune et la Rouge. Mon père était polytechnicien, mais je suis tombé dessus par hasard. Et ils énonçaient un certain nombre de principes sur comment le politique peut gérer l'incertitude, et j'en ai trouvé quelques-uns d'intéressants. Que l'expertise est utile et qu'elle ne suffit pas, que la décision est un processus créatif, donc on revient à l'histoire de la page blanche, et pas un choix par rapport à des options préexistantes, que la politique s'appuie sur les questions des experts, mais c'est que le décideur qui décide, et ça, franchement, moi j'ai eu l'occasion de le dire souvent dans mes interventions médiatiques, et on a vu comment le conseil scientifique et le politique se sont finalement écartés, et que, voilà, après, je ne sais pas comment faire, ça, je suis sûr que vous avez beaucoup de... Euh, après, je vois le chat en même temps, ce qu'il ne faut pas faire du tout. Oui, et qu'il faut effectivement peut-être sortir du paradigme prédictif, que la prédiction est un art difficile. Je vous rappelle quand même cette citation historique de Pierre Dac, qui était un de nos plus grands philosophes. La prédiction est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Et puis, je finirai par quelque chose qui a été remué par les deux précédents intervenants, qui est que face à l'incertitude, il y a le problème de la pluralité de l'expression scientifique, la pluralité de la communauté qui communique, et qu'effectivement, dans cette crise, on n'a pas eu de parole tutélaire, de voix unique, et on a eu une mobilisation de structures émettantes qui, de toute façon, même si elles étaient bien intentionnées, ce que je n'en cache pas, diluaient le message. Donc on avait le ministère, la DGS, rappelez-vous au moment des masques, l'HAS, le conseil d'hygiène, le conseil scientifique, le COF, le comité d'orientation stratégique vaccinale, CARE, la NSM, la NRS, j'en passe, etc. Et puis avec un point qui a été bien analysé, mais on aura besoin des sciences sociales là-dessus, c'est comment finalement 5% de dissensus créés par l'incertitude se sont retrouvés, et ça, on le voit avec certaines études sur les chaînes d'information continue ou sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, comment 5% de dissensus se sont retrouvés plus apparents, plus repris, plus renouvelés, notamment pendant les 3 premières vagues, que 95% de consensus. Et j'ai à peu près fini mon propos. J'ai fini mon propos. Enfin, en conclusion, je pense que la seule conclusion qu'on peut faire, c'est qu'il est impossible d'établir là, à date d'aujourd'hui, un cadre normatif qui permettrait, avec des algorithmes, de savoir comment on pourrait faire mieux avec l'incertitude d'une maladie émergente comme celle-là. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup appris. Merci beaucoup. Alors, je fais comme vous, je reprends le chat. Donc, il y a une question délicate. Comment contre-t-on la déviance d'experts considérés comme des références, Raoult, Montagnier, qui ont perdu la rigueur scientifique et qui sont devenus les coqueluches des médias? Bon, il y en a un qui a disparu complètement et un qui est décédé, mais c'est une très bonne question. Et ça pour nous les experts, bon, Antoine a sûrement une expérience là-dessus, on ne peut pas lutter contre des gens à qui on tend le micro toute la journée, qui ont plus beaucoup de médias qui les soutiennent. Et je pense que là, il y a une responsabilité journalistique qui est très importante. C'est-à-dire que Didier Raoult, c'est différent, mais tendre le micro à Luc Montagnier. J'ai travaillé 12 ans avec Luc Montagnier, donc dans une époque où on pouvait parler avec lui. Il suffit
en 2 clics de savoir quelles ont été ses prises de position qu'on a rappelées au moment où il était décédé, qui étaient déjà très très loin de la pensée scientifique. Alors, on n'est pas là, nous, les experts entre guillemets de terrain, on n'est pas là pour contrecarrer systématiquement. En tout cas, moi, je m'y suis refusé parce que d'abord, c'est chronophage. Deuxièmement, c'est pas notre rôle. C'est le rôle de la presse de limiter la circulation de ces informations-là, comme quoi le virus avait été cloné, enfin, avait été un mutant. Montagnier avait dit que le virus SARS-CoV-2 était un mutant avec du VIH à l'intérieur. Enfin bon, des choses qui sont extrêmement angoissantes pour les gens qui les entendent. Didier Raoult, c'est notre histoire. C'est une construction, Didier Raoult. Replacer, enfin, je fais une remarque de juriste à nouveau, mais replacer la question sur le terrain de la déontologie des journalistes me semble quand même nécessaire, parce que si on fait un parallèle avec d'autres questions, enfin d'autres professions dans lesquelles il y a une interaction avec une personne en situation potentielle de vulnérabilité, et le public peut être en situation de vulnérabilité parce qu'il n'est pas particulièrement averti, parce qu'il n'a pas les outils nécessaires pour accueillir correctement une information ou une opinion. Il y a une réglementation très stricte de la déontologie des avocats, par exemple sur le mensonge, sur le rapport à la vérité avec leurs clients. Et je constate que concernant les journalistes, il y a une approche beaucoup plus souple quand même, hein, et qui n'est pas sanctionnée d'ailleurs, enfin, ou en tout cas qui l'est assez mal. Donc, on revient Ouais, sur cette question de la responsabilité du journaliste très régulièrement là, lors des 3 interventions qui ont eu bien lieu sûr. depuis le début du webinaire. Ouais, ouais, bien sûr. Sachant qu'en plus, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec son président, mais le CSA n'a pas du tout les moyens de suivre une telle dérive d'information, comme on l'a vu avec les suscités, et puis d'autres, Christian Perros. La seule sanction qu'il y a eu, à ma connaissance, du CSA pendant ces 2 ans de crise aussi de l'information, ça a été à propos de Christian Perron sur RFM, et c'est tout. Ce qui est quand même assez modeste. Et après, alors, bon, il y a une question alors, il faut effectivement pas confondre concomitance et lien de cause à effet. Mais bon, en l'occurrence, le discours de Marseille, de l'IHU de Marseille, et pas seulement de Didier Raoult, hein, c'est aussi de ses adjoints, qui sont donc des collègues infectiologues, sur la vaccination. Alors on a dit, bah oui, mais Marseille, c'est une des régions de France les moins vaccinées. Ça l'a été pendant très longtemps. Alors après, établir la relation de cause à effet, c'est assez compliqué. Mais évidemment, alors après, on a accusé les quartiers nord comme si c'était seulement le problème des quartiers nord à Marseille. Je pense qu'effectivement, quand un discours régulièrement asséné par quelqu'un qui est extrêmement écouté dans une région peut effectivement avoir un impact négatif sur la vaccination, c'est très clair. Je crois que Léo Coutelec souhaite prendre la parole, s'il nous entend. Bonsoir, bah, pas spécialement, pas spécialement. Bon, alors on me Pas, signalait pas déformer votre pensée. bon, voilà, Non, donc une fausse information. Je me permets de dire, puisqu'on parle de vraie information et de fausse information, que ce n'est pas une fausse information. C'était un dialogue que j'ai eu par SMS avec Léo, et je trouvais que Gilles a évoqué l'épistémologie, comme on a effectivement un épistémologue de renommée qui a été cité. Je pensais qu'il était intéressant qu'il apporte quelques mots par rapport au sujet. Voilà, je suis l'intrus qui est un peu le ce responsable. que je peux dire, c'est d'abord peut-être une information et puis un élément de réflexion. Une information d'abord, c'est que ce travail sur les incertitudes, j'ai donné une référence, hein, dans le chat. Il y a beaucoup de travaux ces dernières années empiriques qui ont été faits par des sociologues ou des anthropologues et qui ont un peu déjoué une pensée, on va dire, un peu commune autour de l'incertitude, selon laquelle l'incertitude, effectivement, serait quelque chose à tempérer, serait quelque chose, voire en tout cas, parfois même à cacher, et que ce dont on a besoin en période de crise, c'est de réponses sûres, unanimes, non divergentes de la part de la communauté scientifique, et que les incertitudes viendraient rajouter du chaos au chaos. En fait, toutes les études empiriques montrent le contraire. Toutes.
sans exception, hein. C'est-à-dire que communiquer sur l'incertitude, y compris l'incertitude qu'on appelle en épistémologie ontologique, c'est-à-dire l'incertitude sur les systèmes en tant qu'ils sont complexes et non pas l'incertitude épistémique selon laquelle en fait on espère toujours que la science, parce qu'elle va avancer dans ses connaissances, va la réduire et la transformer en certitude. Donc, quel que soit le type d'incertitude, qu'elle soit donc intrinsèque au système complexe qu'on appelle les incertitudes ontologiques, et nous sommes vraiment dans ce cas-là vis-à-vis de pandémies, de maladies infectieuses émergentes, dont il est impossible de prédire, comme ça a été dit par Antoine Flahault, un certain nombre de choses. En tout cas, les prédictions sont assez limitées dans le temps. Nous sommes vraiment dans ce type d'incertitude ontologique, mais aussi pour les incertitudes épistémiques. Et ici, les auteurs, les sociologues, anthropologues qui ont travaillé, qui ont fait des enquêtes sur la réception de l'incertitude dans le public, ont montré l'extrême importance de communiquer sur les intervalles d'erreur, les marges d'erreur, tout ce qui va relativiser la statistique, ou en tout cas recontextualiser la statistique dans un environnement mathématique et théorique. Je vous rappelle, et je le dis souvent, mais le grand penseur de la statistique en France, l'historien de la statistique Alain Desrosières, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, disait toujours que l'opération statistique est une opération de mystification si on ne prend pas en compte le fait que derrière l'appel à la quantification, il y a toujours deux moments. Le moment qui est celui où on établit collectivement et dans la transparence des conventions de mesure, et le moment où on mesure. Et en fait, ce que l'on voit souvent sur les plateaux, puisqu'on en a parlé, les plateaux télé, les débats, c'est le moment de la mesure, on sort des chiffres, mais on oublie de discuter des conventions de mesure. Et ça, il me semble que ça fait partie, et évidemment, à partir du moment où on va discuter des conventions de mesure, et de leurs hypothèses, et de leurs biais, et de leurs limites, et des choix politiques qui sont faits aussi derrière ces conventions, alors effectivement, on va communiquer sur l'incertitude, obligatoirement. Parce que les chiffres qui en sortiront ne seront pas des chiffres magiques, ce seront des chiffres construits. Voilà, donc je crois que voilà, tout ce qui a été dit, moi je suis entièrement d'accord. Je crois qu'on rentre dans un nouvel ère du débat public où il faudra remettre au centre à la fois cette question d'incertitude, mais aussi la question de la complexité et la question du statut des experts. Voilà, je crois que ça, c'est les trois éléments importants qu'il faut prendre en compte. Voilà. Mais pour répondre à la question de S. Muslak, pensez-vous que les incertitudes auraient pu être limitées par des rappels d'immunologie de santé publique synthétique accessibles? La réponse c'est oui, mais là, évidemment, parce que voilà, moi j'ai bossé pendant 15 ans sur le vaccin contre le VIH, donc j'ai une musique, même si je ne suis pas immunologiste, j'ai une musique de compréhension, mais c'est un niveau extrêmement complexe. Regardez ce qui est ressorti encore de Marseille sur le fait que ça serait des anticorps facilitants. N'importe quel immunologiste formé aux anticorps facilitants, vous savez, les anticorps facilitants, ce sont des anticorps qui, par définition, facilitent l'infection, ce qui n'est quand même pas le but. Et qui a été montré dans certains modèles, comme la dengue, etc. Mais on sait très bien que c'est impossible, enfin, on ne peut jamais dire impossible, mais c'est impossible avec les coronavirus. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui nécessite effectivement de revenir à des bases, mais vous n'avez pas d'espace pour ça. Vous savez qu'il n'y a plus de journalistes scientifiques quasiment, je veux dire, à part Sciences et Vie ou des journaux comme ça, il n'y a plus de journalistes scientifiques dans les rédactions et même sur les chaînes d'information non continue. Donc, il n'y a pas d'espace pour ça. Il vous faut répondre rapidement. Vous n'avez pas le temps d'expliquer que, bah oui, il y a des anticorps neutralisants, puis dans certaines maladies, ils sont facilitants. Mais je pense qu'effectivement, des rappels de base, ce qu'on a essayé de faire parfois, mais il faut du temps pour ça. Et puis, il y a la question aussi ça a été évoqué, je sais plus par lequel des deux, mais la question aussi de répondre à la question. J'ai testé ça sur LCI ou je sais plus. Quelqu'un qui vous, en tête à tête, vous dit, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Et vous lui dites, non, je ne sais pas. Et bien en fait, il y a peu d'espace cognitif pour accepter cette réponse-là. En gros, si vous êtes un peu médiatisé, bah, vous reviendrez à la limite. Mais si vous n'êtes pas médiatisé, vous dégagez parce qu'il n'y a pas d'espace pour cette réponse. Je ne sais pas.
Bon, voilà, ça c'est une anecdote, mais D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a une ultime question. Je crois que nous sommes c'est science et pratiquement. avenir, oui, c'est pas science et vie, c'est science et avenir, pardon. Oui, alors il y a des. Il y a Il y a des puristes. Voilà, exactement. Et puis il y avait une citation de Nietzsche également qui nous est utile pour terminer, sauf s'il y a une dernière question, mais les gens qui doutent me rassurent, disait Nietzsche, manifestement, moi aussi, pour tout dire, il me rassure. Bon, je crois que nous avons entendu nos trois intervenants avec beaucoup d'intérêt. Donc, je voulais les remercier. Donc, Antoine Flao, Laurent Chambaud et Lou, merci encore d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Je crois qu'il faut indiquer que le prochain webinaire aura lieu dans un mois, donc le 4 avril, toujours au même horaire, de 18h à 20h. Et il sera question, dans le cadre de ce webinaire, de publication et open science. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à vous. Au revoir.